Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui le thème numéro 3 de notre programme d'histoire, l'État à l'époque moderne, France et Angleterre, avec un chapitre H6, le modèle britannique et son influence. Introduction. Au XVIIe siècle, après deux révolutions, l'Angleterre devient progressivement une monarchie parlementaire dans laquelle les pouvoirs sont équilibrés. L'Angleterre devient alors un modèle étudié par les penseurs et philosophes comme Locke, Voltaire ou Montesquieu, qui réfléchissent à la répartition des pouvoirs et aux droits individuels. Dans les 13 colonies nord-américaines, cette réflexion nourrit la révolte des colons anglais contre une métropole qui ignore leurs droits. Ils proclament leur indépendance en 1776 au nom de la souveraineté du peuple. Ce nouveau modèle politique exerce à son tour une grande influence sur la France et la Révolution américaine devient un véritable contre-modèle de l'absolutisme français. Problématique, dans quelle mesure le modèle anglais influence-t-il la philosophie des Lumières, la fondation d'un nouveau régime politique aux États-Unis et les élites françaises à la veille de la Révolution? Grand 1. La Grande-Bretagne du XVIIe siècle, un roi, une reine et un parlement. Petit 1. L'échec de l'absolutisme en Angleterre. L'Angleterre est passée très tôt de l'absolutisme au parlementarisme. La Magna Carta, grande charte de 1215, crée le Parlement. Elle constitue le point de départ du système représentatif anglais. Au XIIIe siècle, en particulier sous le règne d'Édouard Ier, 1272-1307, le rôle politique de ce Parlement se développe. Il autorise par exemple la levée d'un impôt. Cependant, au cours du XVIe siècle, l'absolutisme gagne du terrain. L'absolutisme, du latin absolutus et legibus, délier des lois, caractérise une monarchie dans laquelle le roi n'est pas obligé d'appliquer les lois et usages antérieurs. Il peut ainsi les modifier selon sa volonté. Jacques Ier, roi d'Angleterre de 1603 à 1625, affirme ainsi en 1603 dans la vraie loi des libres monarchies que l'obéissance au roi doit être totale parce qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre. Son fils, Charles Ier, qui règne à partir de 1625, applique les principes absolutistes et cesse de convoquer le Parlement. Les parlementaires dénoncent l'autoritarisme royal, en particulier en matière religieuse, ce qui déclenche en 1642 une guerre civile qui durera jusqu'en 1749. Le camp parlementaire l'emporte et Charles Ier est alors mis en accusation pour tyrannie. Condamné à mort, le roi est décapité le 30 janvier 1649. En février 1649, la monarchie laisse la place à une république qui se transforme en dictature. Après une nouvelle guerre civile, la monarchie est rétablie en 1660. Charles II monte sur le trône d'Angleterre, mais son pouvoir est limité, et en 1679, il doit accepter la loi sur l'habeas corpus, qui protège l'individu contre toute arrestation arbitraire. À sa mort, en 1685, son frère catholique Jacques II lui succède. Désignant des catholiques à des fonctions importantes, proclamant la liberté religieuse par les déclarations d'indulgence de 1687 et 1688, il s'attire l'opposition du Parlement et de la majorité protestante de ses sujets. L'opposition fait alors appel au protestant Guillaume d'Orange, époux de Marie, la fille aînée du roi. Guillaume d'Orange débarque en Angleterre avec son armée le 15 novembre 1688, c'est la Glorieuse Révolution. Jacques II s'enfuit vers la France et le Parlement, considérant que cette fuite équivaut à une abdication, offre la couronne d'Angleterre à Guillaume d'Orange et à son épouse Marie. En 1689, le Bill of Rights, la Déclaration des droits, votée par le Parlement, établit une monarchie limitée. Petit 2. Un Parlement britannique qui veut représenter l'autorité politique. Dans la Déclaration des droits, Bill of Rights, il y a un certain nombre de points très importants. Tout pouvoir est légitime à condition d'être soumis à la loi. On ne peut être taxé si l'impôt n'est pas rendu légitime par un vote du Parlement. Droit d'envoyer des pétitions au roi. Pas d'armée en temps de paix, car elle pourrait être utilisée par le roi contre l'opposition. Le Parlement doit pouvoir débattre librement des affaires du royaume. Comme nous pouvons le remarquer sur ce tableau, Guillaume III et son épouse Marie II ne pourront accéder à la couronne d'Angleterre qu'à la condition d'accepter le texte du Bill of Rights. C'est donnant-donnant. L'idée fondamentale qu'il y a derrière cet accord, c'est que le gouvernement ne peut exercer le pouvoir qu'avec le consentement des gouvernés. Il y a ainsi comme un contrat entre le roi et le Parlement qui constitue une sorte de contre-modèle à l'absolutisme. Cette idée venue d'Angleterre influencera fortement la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. Cependant, la monarchie anglaise ne va devenir parlementaire que progressivement au cours des décennies suivantes. Petit 3. L'influence du modèle britannique sur des philosophes des Lumières.
les lettres philosophiques de Voltaire. Après une tentative de duel et un séjour à la prison de la Bastille, le philosophe français Voltaire est contraint à l'exil en Angleterre entre 1726 et 1728. Il y découvre un état d'esprit et une forme de gouvernement qui l'enthousiasme. Monarchie parlementaire, respect des libertés. Ses lettres philosophiques, publiées en français en 1734, concernent la nation anglaise. Il y fait l'éloge des libertés religieuses, politiques et scientifiques anglaises, ce qui est aussi un moyen de remettre en cause l'absolutisme français. De nombreux autres penseurs montrent de l'intérêt pour l'Angleterre. On peut alors parler d'une véritable anglomania dans la France des Lumières. Ainsi, Montesquieu publie De l'esprit des lois en 1748. Il y présente la monarchie anglaise comme le meilleur rempart contre la tyrannie, car elle repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. De même, Diderot s'inspire du britannique Chambers et se lance dans la publication de l'Encyclopédie, ouvrage emblématique des Lumières et dont l'édition s'étale de 1751 à 1765. Grand 2, la Révolution américaine. Petit 1, des colonies qui se révoltent au nom des valeurs de leur métropole. Depuis le XVIIe siècle, les colons britanniques sont installés sur le continent américain. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la révolte des 13 colonies contre la couronne d'Angleterre. D'abord, l'interdiction, en 1763, de poursuivre la colonisation vers l'ouest qui est perçue par les colons comme une atteinte inacceptable à leur liberté. Ensuite, les nombreuses taxes prélevées par l'Angleterre qui renforcent le mécontentement des colons. Ainsi, le 16 décembre 1773, dans le port de Boston, un groupe de colons déguisés en indiens aborde 3 navires de la Compagnie des Indes orientales et précipite à la mer leur cargaison de thé. En représailles, les Anglais ferment ce port vital pour l'économie des colonies. Le 7 juin 1774, les 13 colonies se déclarent États indépendants à la suite d'un vote de leurs délégués. Le roi d'Angleterre, George III, rejette alors toute idée de règlement pacifique du conflit en déclarant les colonies en état de rébellion. Cette révolte, d'abord économique et fiscale, aboutit à une véritable révolution politique. Le combat des insurgents américains repose sur le principe qu'un juste pouvoir implique le consentement des gouvernés. Au nom de ce principe, les délégués des colonies appellent en 1775 les citoyens à prendre les armes derrière George Washington et proclament le 4 juillet 1776 l'indépendance des États-Unis. Petit 2, une révolution politique, un nouveau modèle politique qui se réclame de principes universels. Rédigée par Thomas Jefferson, la déclaration d'indépendance est directement inspirée des idées des Lumières, particulièrement de celles de l'anglais John Locke. Elle affirme le droit naturel et donc inaliénable, c'est-à-dire que l'on ne peut pas retirer, de chaque individu à la vie, à la liberté et au bonheur. Elle affirme que le gouvernement doit être fondé sur le consentement des citoyens et que ceux-ci ont le devoir de se rebeller contre la tyrannie. Après la guerre d'indépendance, les 13 États adoptent le 17 septembre 1787 une constitution qui organise un État fédéral sur le principe de la séparation des pouvoirs. Elle instaure une république avec un régime présidentiel. Le pouvoir exécutif revient à un président élu pour 4 ans au suffrage universel indirect. George Washington est le premier président élu. Le pouvoir législatif est exercé par 2 assemblées, le Sénat, composé de 2 représentants par État fédéré, et la Chambre des représentants, composée de députés, dont le nombre varie selon la population de chaque État. Le pouvoir judiciaire est aux mains de la Cour suprême, composée de 7 juges nommés à vie par le président. Pour compléter la Constitution, le Congrès adopte en 1789 une Déclaration des droits constituée de 10 amendements garantissant les libertés individuelles. Petit 3. Une révolution sociale. Malgré les espoirs soulevés par la Révolution américaine, une partie de la population n'a pas accès aux nouveaux droits démocratiques. En effet, dans la Constitution, le suffrage est censitaire, réservé aux riches propriétaires blancs, ce qui fait de la République américaine une oligarchie. Les pauvres et les femmes n'ont pas le droit de vote. Le suffrage censitaire est un mode de suffrage où seuls les citoyens payant un certain niveau d'impôt peuvent voter. Une oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes. Après la déclaration d'indépendance de 1776, l'esclavage est rapidement aboli dans les États du Nord. Mais la Constitution de 1787 ne l'interdit pas, et le nombre d'esclaves noirs augmente dans les États du Sud où ils travaillent dans les plantations de coton. Ils sont privés de presque tous les droits et même les Noirs libres sont considérés comme des citoyens inférieurs et n'ont pas le droit de vote. La plupart des pères fondateurs possèdent des esclaves, à l'image de George Washington qui en compte 317 dans sa plantation de Vernon.
Les tribus indiennes sont, quant à elles, traitées comme des nations étrangères, ce qui légitime l'appropriation de leurs terres par les Américains. En 1830, le gouvernement fédéral met en œuvre une politique de déplacement massif des Indiens vers l'ouest du Mississippi en application de l'Indian Removal Act voté le 26 mai 1830. Petit 4. L'intervention française et son influence sur les esprits et la situation financière du Royaume de France. En 1778, la France reconnaît l'indépendance des États-Unis et soutient les insurgents américains. En 1780, elle envoie un corps expéditionnaire militaire de plus de 6000 hommes, commandé par le lieutenant-général de Rochambeau, pour aider les colons américains dirigés par George Washington contre les troupes britanniques. Lafayette, volontaire français, rejoint ces troupes qui participent à la victoire de Yorktown en octobre 1781. En 1783, la signature du traité de Paris vient mettre fin à la guerre d'indépendance américaine. Dès la déclaration d'indépendance de 1776, la Révolution américaine est vue en France comme une mise en pratique des idées des Lumières. L'égalité, la liberté, la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs. Benjamin Franklin, premier ambassadeur des États-Unis en France, se montre aussi très actif pour obtenir des soutiens à Paris. La Révolution américaine contribue ainsi indirectement à la contestation de la monarchie absolue et de la société d'ordre en France. Le financement de la Révolution américaine achève de plonger la monarchie française déjà fortement endettée dans la crise. Aussi, en 1789, le roi se trouve dans l'obligation de convoquer les États généraux pour trouver des solutions au déséquilibre des finances. Ainsi commence la Révolution française. Conclusion, les expériences politiques anglaises puis américaines ont un immense retentissement. Les penseurs et les philosophes comme John Locke, Voltaire ou Montesquieu en discutent et publient de nombreux ouvrages. La question de la démocratie est centrale dans leurs réflexions, ainsi que celle sur la forme que doit prendre le meilleur régime politique. S'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, tous s'accordent pour dire qu'à l'avenir, les hommes qui gouvernent devront rechercher l'intérêt général avant l'intérêt particulier. C'est en particulier ce principe qui guidera les rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, puis en 1789, ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France.